Bonjour Laurence Equilbé. Nous tenons à vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ensuite, nous souhaitons vivement remercier le Festival de l'Offrande musicale, l'association Musique et Solidarité en Haute-Pyrénées, le magazine Yvette, et pour avoir choisi à nouveau le Femmes Jean Cadorne de la SEI pour présenter le nouveau numéro des Curiosités de l'Offrande. Même si les résidents du Femmes Jean Cadorne étaient déjà prêts, à peine les caméras du numéro 1 éteintes. On s'est un peu battu pour être là au numéro 2. Les personnes accompagnées du foyer participent depuis le début au Festival de l'Offrande musicale. Ils apprécient chacun des moments offerts par l'association, les concerts bien sûr, mais aussi les massages en musique, les ateliers parfums et aussi le privilège d'assister aux répétitions des concerts. Chaque concert ou répétition est pour eux l'occasion d'entendre, de voir et de comprendre tout ce qu'ils apprennent en musicothérapie depuis 4 ans. Les questions qui seront posées aujourd'hui par Florian, ici, Marie, là-bas, Jérôme, Quentin et David sont le reflet des questionnements qui ont émergé pendant tout le travail que nous avons fait en plus grand groupe, durant plus d'1 mois avec Benoît du magazine Yvette. Et donc, je laisse la parole à Florian et Jérôme pour la première question. Pourquoi tu viens à l'Offrande musicale ? Alors, je viens ici parce que j'étais invitée par David Frey et j'ai rencontré David en Suède lorsqu'on a été... Moi, j'étais chef invité, lui était pianiste invité. Et c'était une rencontre assez intéressante parce qu'il devait jouer un concerto de Mozart, le numéro 21, sauf que lui, il avait préparé le numéro 9. Et donc, le soir avant la répétition, je lui dis « ça va, le 21, tu le connais bien ?» et tout. Il me dit « mais pourquoi tu me parles du 21 ? Je dois faire le 9. » Alors moi, j'ai dû apprendre le numéro 9 qui s'appelle « Jeune homme » pendant la nuit. Voilà, donc ça nous a soudés parce que on s'est amusé de cette histoire. Et puis donc je l'ai rencontré là. Puis après, je l'ai aussi invité pour faire des concertos. Donc ce concerto que vous avez entendu hier de Emilie Mayer. Et il m'a invité à faire ce programme qu'on a donné à Paris au mois de mars, à le faire ici à l'Offrande musicale. Et puis il m'a parlé aussi de son projet, que je connais sa famille, et je connais ses combats. Et donc moi j'ai vraiment voulu être avec vous ce matin. Jérôme ? Bonjour. Pourquoi réponds-tu à nos questions ? Je réponds à vos questions parce que d'abord je suis contente de vous rencontrer et je suis intéressée de voir ce que vous avez à me demander par rapport soit au métier de chef d'orchestre, soit au concert, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont écouté hier. Voilà ce que ça vous a apporté comme moment. Très bien. Alors, on va passer sur des questions un tout petit peu plus personnelles. Un petit peu. Pour apprendre à vous connaître un petit peu mieux. Alors, Jérôme. As-tu déjà joué de l'instrument avant d'être chef d'orchestre ? Ah oui, tout à fait. Et c'est très important avant d'être chef, de travailler beaucoup les instruments. Donc moi, j'ai fait du piano quand j'avais à partir de 10 ans. Après, j'ai fait de la flûte traversière. Après, j'ai fait de la guitare. Enfin, tout en même temps. Et du chant, beaucoup de chant. Et puis aussi, j'ai appris un peu l'alto, c'est comme le violon, mais un peu plus gros, pour avoir bien la technique d'archet, comprendre un peu les cordes. Parce que vous voyez, dans un orchestre, il y a énormément de cordes. Donc si vous ne savez pas comment ça marche les cordes, vous êtes méprisé par les cordes. Donc voilà, j'ai fait un peu tous les instruments, mais le plus important, c'était le piano. D'accord, c'était la question qui s'était posée, voilà, de savoir si en fait, pour être chef d'orchestre, il fallait connaître un seul instrument ou s'il fallait avoir, donc, mais vous venez de répondre, une connaissance un peu plus large pour... C'est mieux d'avoir une vision un peu... Il faut pousser un des instruments assez haut pour pouvoir avoir un niveau musical assez important. Puis après, c'est bien d'en faire un peu de plusieurs familles d'instruments pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Très bien. Florian. Tu préfères la musique lente ou rapide ? Waouh, c'est dur. Ben, moi, j'aime beaucoup la musique rapide parce que je suis quelqu'un d'assez impatient, donc j'aime bien quand ça bouge. Mais quand même, quelques moments poétiques, c'est quand même très agréable. Donc voilà, je préfère quand même quand ça bouge, quand c'est rapide, mais j'aime bien me reposer aussi un peu. David. Aimez-vous la cuisine ? Tu veux dire faire la cuisine ou... Cuisiner ou faire la cuisine ? Alors moi je cuisine pas, j'aime pas trop ça. Mais j'aime bien quand les gens le font. Mais par contre, j'aime bien
J'aime bien manger, mais moi j'aime bien manger des choses assez légères, mais avec beaucoup de saveur. Vous voyez, j'aime pas tout ce qui est en crème, trop de beurre, tout ça. Ça, j'aime pas du tout. Mais par contre, j'aime bien quand c'est goûtu, quand c'est raffiné, quoi. Mais moi, je sais faire juste des pâtes et peut-être un steak, voilà, c'est tout. Leur question, c'était de savoir aussi si du coup vous aviez le temps de faire, par exemple, bon, alors vous n'aimez pas cuisiner, mais si vous aviez le temps de faire des choses comme ça. Non, j'aime pas trop en fait. Ça, je trouve ça trop, un peu trop lent. Faut faire les légumes, les trucs. Mais il y a des gens qui adorent, hein, donc ça. Non, alors maintenant, j'ai quand même découvert, comment ça s'appelle, l'air fryer là. Et donc je fais les courgettes avec l'air fryer. Ça, c'est hyper bon. Ça, je sais bien les faire maintenant. On a une recette à tester. Quentin, est-ce que tu veux poser ta question sur les animaux? Est-ce que tu t'en souviens? Ton animal? Ah ouais, j'ai un petit chien que j'adore qui s'appelle Sam. C'est une chienne d'ailleurs. C'est un chihuahua tout blanc de 2 kilos. Et j'avais pas du tout. J'ai eu des animaux enfants, mais quand j'étais étudiante, j'en avais plus à Paris. C'était trop compliqué. Et puis pour mon anniversaire, il y a des gens qui m'ont offert, enfin mes amis m'ont offert un cadeau, un bon pour un chien, parce que j'avais exprimé peut-être l'envie d'avoir un chien. Et je suis allée dans un petit élevage familial de chihuahua. Et il y avait une fratrie avec plein de petits. Et il n'y avait que des chiots. Et il y avait cette petite chienne. Elle faisait 400 grammes, quoi. Et toute blanche. Et j'ai craqué complètement. Donc, donc je l'ai prise, je l'ai adoptée. Et bon, maintenant, le seul truc, c'est qu'elle a 14 ans maintenant. Donc c'est dur, ça, parce que je me dis que j'en ai plus pour très longtemps. Mais elle est incroyablement affectueuse et j'adore, vraiment. Ok. Marie. De quelle couleur tu aimes? Alors, quelle couleur? Quelle couleur? Le bleu. J'en mets souvent. Ouais, je crois que le bleu, c'est ma couleur préférée. Alors, on s'était questionné si la réponse serait le noir, étant donné que souvent, dans les concerts classiques, les personnes sont habillées en noir. Ouais, mais vrai. donc, c'est le bleu, la réponse. Non, en fait, moi, j'étais en pension, donc j'avais toujours du bleu sur moi. Donc je pense que c'est aussi pour me connecter à quand j'étais petite fille ou j'en sais rien. Mais en général, ouais, je mets pas mal de bleu, du blanc. Le noir, je le réserve pour le concert parce que ça va. Le noir, il fait trop chaud. Ouais, en plus, j'aime bien le blanc aussi. Ça attire la chaleur, ouais, le noir. Ouais. Si tu n'avais pas été chef d'orchestre, quel métier tu aurais fait? Ah ouais. Alors moi, j'en aurais fait, je pense, j'aurais adoré être scénariste, vous savez, pour les gens qui écrivent les histoires pour les films, par exemple. Parce que j'aime beaucoup les histoires, moi, j'aime bien les récits. Et sinon, j'aurais bien aimé être artiste plasticienne, c'est-à-dire pour l'art contemporain, vous voyez, faire des sculptures, de la peinture. J'adore l'art plastique. Donc la prochaine fois que je viens sur Terre, je vais faire ça, je crois. Vous pratiquez, du coup? Non. C'est une envie, voilà, c'est le métier. Ouais. Ok, donc on en sait un peu plus. Ah non, il nous restait une dernière question. Quentin, si tu devais demander sur les parents, sur la famille. Vas-y. Votre famille font de la musique? En fait, mes parents, ils étaient très mélomanes. Ça veut dire qu'ils aimaient beaucoup la musique. Ma mère jouait du piano comme un peu, disons, en amateur. Et mon père, il adorait mettre plein de disques à la maison. Seulement, parfois, il mettait, je ne sais pas si vous connaissez ce compositeur qui s'appelle Olivier Messiaen. Et ma mère, elle n'aimait pas du tout. Donc elle dit, change-moi ton disque. Et il mettait souvent du Beethoven. Je crois aussi que c'est parce que j'aime bien Beethoven, c'est que j'en ai entendu beaucoup. Et puis aussi, je chantais dans une chorale. Quand on habitait en Allemagne, je chantais dans une chorale. Et parfois, je les accompagnais. Et je me rappelle que la chef de chœur, elle louchait comme ça. Et plus elle avait de l'émotion, plus elle louchait. C'était mignon, quoi, parce qu'elle était très émotive. Et donc, je me rappelle absolument de sa tête, alors que j'avais 5 ans, quoi. On ne se rappelle pas beaucoup de son enfance. Mais là, j'ai fixé le truc. Et je me rappelle très bien qu'il répétait le Messie de Handel, qui est une œuvre de Handel très connue. On a fait le tour sur les questions personnelles.
Alors maintenant, ça va être les questions sur le métier de chef d'orchestre. Donc sachant que, comme vous l'avez dit, on était au concert hier soir. Donc on a été au premier rang, Oui. comme d'habitude pour l'offrande musicale. Donc au concert, qui c'est qui était là? Voilà, Marie, David et Florian. Et moi. Donc on a réajusté les questions qu'on avait prévues. On a travaillé hier soir en rentrant, ce matin au petit déjeuner, pour réajuster les questions avec ce qu'on a pu voir hier soir, parce qu'en fait on a eu des réponses à nos questions dans ce qu'on a pu voir hier soir ou les choses que vous avez pu dire. Mais quand même on va poser les questions et on rebondira sur ce qu'on a pu voir ou entendre. Jérôme. À quel âge vous avez commencé le métier de chef d'orchestre? Vers 20 ans, en fait, parce que je ne savais pas trop quand j'ai commencé les études de musicale, comme métier, je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire. Et dans mes études de musique, j'ai eu l'occasion de diriger. Et ça a été comme une révélation. En fait, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire, et c'est absolument ça. Donc c'était à 20 ans. Très bien. Florian, sur les deux chefs. Est-ce que tu joues avec les deux mêmes orchestres en même temps? Alors, tu as mélangé deux questions. Est-ce que tu joues avec le même orchestre tout le temps? Non. Alors, l'orchestre que vous avez entendu hier, c'est moi qui l'ai fondé. Mais sinon, je suis invitée par d'autres orchestres. Là, j'étais invitée à Washington, par exemple. J'étais invitée... Oui, j'ai souvent invité en Europe ou aux États-Unis. Et alors, c'est un peu stressant parce que parfois, je ne connais pas les musiciens. Vous arrivez sur le podium et vous ne connaissez personne. Bonjour. C'est un peu stressant, mais bon. Et heureusement, il y a des orchestres qui m'invitent régulièrement. Par exemple, à l'Opéra de Rouen en Normandie, je suis invitée souvent, tous les ans. Donc là, maintenant, je connais les gens. Mais voilà, donc oui, je fais les deux. Mon propre orchestre et des invitations. D'accord. David. Vous vous habillez comme vous voulez pendant les concerts? En fait, il faut... Oui, c'est vrai que le code habituel, c'est noir et blanc. En fait, c'est... Pourquoi est-ce qu'on s'habille comme ça, à votre avis? Comme ça. À votre avis, pourquoi on s'habille comme ça? Pour se voir mieux. Ouais, en fait, je crois qu'une des raisons, c'est déjà être un peu chic quand même, un peu... Ouais, un peu classe quand même. On est plus classe quand on est en noir. En général, on a des chaussures en vernis, parfois il y a des fracs, il y a des concerts de gala où les gens se mettent en frac. Donc déjà, c'est pour être assez joli. Et puis en fait, c'est aussi pour que ça soit assez neutre, pour que le public se concentre plus sur la musique que « Ah tiens, lui il a ça, lui il a ça ». Une forme d'unité, comme si on était un seul groupe très très uni. Mais c'est vrai que parfois, il y a des orchestres qui, l'été, se mettent tout en blanc. Bon, ça demande plus d'entretien aussi. Ça, c'est problématique. Et moi, ce que je cherche, c'est quand même des vêtements assez minimalistes, pas trop de froufrou, et surtout très souples, pour voir que ça vous gêne dans les mouvements. Voilà, moi j'aime bien être assez, on va dire androgyne, dans le sens où je n'ai pas envie trop de féminiser la tenue, ni de masculiniser la tenue. Je sais qu'il y a des femmes qui dirigent bras nus en robe, je trouve ça bof, moi, mais bon, je ne le ferai pas moi en tout cas. Mais j'aime bien que ça soit assez neutre, la figure de chef d'orchestre, parce que si déjà vous bougez beaucoup, alors ça distrait le spectateur. Mais si en plus vous avez des robes ou des choses comme ça qui sont bizarres, c'est pas terrible. Donc on essaye d'être assez chic, mais quand même une forme de neutralité. Justement, on avait une question par rapport au public. Jérôme. Est-ce que ça vous gêne d'être de dos au public? Non, pas vraiment. Mais en fait, par exemple, la scène musicale à l'île Seguin, là où je suis en résidence, là à Paris, il y a une salle qu'on appelle en 360 degrés. Donc il y a souvent des gens devant moi. Et il y a des gens qui adorent faire ça, qui adorent venir devant pour voir le chef et tout, ce que je peux comprendre très bien. Moi, j'essaie d'oublier qu'ils sont là parce que c'est quelque chose d'assez intime, ce qu'on fait là ensemble. Et s'il y a trop de gens qui regardent, parfois, vous pouvez être un petit peu gêné parce que c'est pas comme du voyeurisme, mais vous dites il y a tout le monde qui me regarde tout le temps. Mais donc, moi, j'aime bien avoir les gens devant, mais par contre, j'essaie d'oublier qu'ils sont là.
parce que sinon ça me pose trop de questions dans ma tête. Et c'est vrai que parfois on a fait, nous, de la reprise en direct de concerts sur des écrans, et on pouvait prendre le chef et les gens étaient très contents, ceux qui étaient dans le dos, de voir aussi les expressions du visage du chef. Parce que ça dit beaucoup quand même pour... voilà. Et justement, on va rebondir avec quelque chose qu'on a vu hier soir qui Ouais. nous a questionné. Ouais. David? J'ai une question. En fait, vous étiez de dos au piano. Comment vous faites pour communiquer avec David? Bon, je me penche là, je le vois un petit peu comme ça. En fait, il suffit que je fasse comme ça, je l'aperçois, vous voyez. D'accord. Ouais. Et du coup, on se demandait, parce qu'il y avait des fois où nous, de là où on était, on ne vous voyait pas bouger. Et David Frey avait démarré au piano. Ouais. Et on se demandait si du coup vous faisiez un geste qu'on ne voyait pas ou si Oui, c'était oui. lui qui démarrait. Ah ben, par exemple, le final, le troisième mouvement, on finit le mouvement lent, très bien. Moi, j'attends juste qu'il parte, c'est lui qui part. D'accord. Donc, voilà. Donc voilà, là, j'attends. Voilà, parce que c'est vrai que ça nous avait questionné de voir le piano en fait entre le public et vous. Jérôme, est-ce que tu te souviens une question? Combien vous êtes dans l'orchestre? Je pense que là, on doit être une soixantaine. Et garde-t-il toujours la même place? Alors, ça dépend des répertoires, enfin des musiques qu'on joue, mais en général, jusqu'au 19e siècle, c'est la même position à peu près. Et après, pour la musique baroque, c'est un peu différent, parce que tous les vents sont à la face. Donc il y a beaucoup de positions possibles pour l'orchestre. Donc nous, on a fait même une grande expérience qui sont toutes les différentes positions de l'orchestre au siècle romantique. Il y a vraiment beaucoup de différences. Parfois, il y a des orchestres qui se mettent avec les contrebasses en stéréo, pour avoir des basses en stéréo. Il y a plein de positions. Et donc nous, on a choisi cette position qu'on appelle viennoise, une position qui était très utilisée à Vienne dans ces siècles-là, donc avec les premiers violons et les seconds violons face à face. Et les bois derrière surélevés. Voilà. Mais ça, c'est une disposition classique, mais en tout cas, il y a vraiment plein de dispositions possibles suivant les époques et suivant les œuvres. David? Gardez-vous les yeux ouverts ou les yeux fermés pour diriger l'orchestre? Moi, je garde plutôt ouvert. C'est juste parfois les derniers accords, je ferme les yeux pour bien écouter dans la salle comment ça donne et pour donner une sorte de fin, un petit peu, pas fin comme ça, quoi, tout petit peu plus sensible. Mais il y a un très grand chef qui s'appelle Karajan qui, à la fin de sa carrière, il ne dirigeait que les yeux fermés. Ça, c'était un peu, même les trucs vite. Et donc, ça, je ne sais pas pourquoi il faisait ça, mais ça marchait quand même. Hein, mais moi, j'aime bien le regard, croiser le regard de certains musiciens, vous voyez. Parce que soit on peut l'encourager, soit on peut le faire comme ça. S'il se trompe, t'es un peu en retard là. Voilà, mais donc on communique beaucoup avec le regard. Et en tout cas, il faut beaucoup sourire pour le chef, parce que les musiciens, ils ont besoin de bienveillance quand on est pendant le concert. Genre tout va bien, quoi. Allez les gars, on y va. Ça, ils aiment bien qu'il y ait une forme de bienveillance pour eux. Du coup, là, vous répondez à une question que finalement, on n'a pas choisi de poser, mais dont on avait discuté, parce qu'on a regardé beaucoup de chefs d'orchestre. Voilà, on a travaillé pour arriver ici. Et on a vu des fois des chefs d'orchestre qui n'étaient pas toujours très bienveillants, où on sentait qu'il y avait un peu de tension dans l'air. Et on en a discuté hier soir, on a dit qu'on avait senti que tout le monde s'entendait bien. On a vu des regards bienveillants, des sourires entre musiciens aussi. Ben, les chefs que vous avez vus un peu autoritaires, je pense que c'était assez ancien, non? Oui, c'était plus... oui. Parce que aujourd'hui, par exemple, il y a un chef qui s'appelait Toscanini, qui était très brutal avec les musiciens. Il les traitait de tous les noms, de sous, de je sais pas quoi, ils n'ont rien à faire là. Enfin, il était vraiment horrible. Et ça, aujourd'hui, ça serait plus possible, parce que on a évolué beaucoup dans les relations, même hiérarchiques, même si je suis le chef, ils sont les musiciens. Mais moi, je me dis toujours, ces gens, ils ont fait 15 ans d'études, la plupart. Hein, ils connaissent la musique. Donc moi, je ne suis pas là pour leur apprendre. Alors, je peux régler les choses, parce que moi, j'ai la
la grande image, la big picture, comme on dit en anglais, mais par contre, il faut quand même du respect. Mais voilà, donc aujourd'hui, les chefs autoritaires, ça ne marche plus, mais il y en a quand même encore. Hein. Il y en a. Puis moi, je peux l'être aussi de temps en temps quand un musicien fait pour la 4e fois quelque chose que je lui ai dit de ne pas faire. Des fois, je dis, bah, écoute, alors qu'est-ce que tu fais quoi? Donc ça peut arriver qu'il y ait quelques tensions quand même, pendant les répétitions surtout. Si ça papote dans l'orchestre, est-ce que vous intervenez? Oui, alors là, il y a 2 choses. Déjà, quand on répète et qu'on arrête, vous savez, dans les orchestres, il y a des chefs d'attaque, c'est-à-dire il y a des gens qui sont responsables de leur section. Et parfois, ils ont des choses à se dire dans leur section. Alors, on se met d'accord. Je parle d'abord et ensuite, ils parlent entre eux. Parce que parfois, ils ont des choses à régler. Ça, c'est pour le côté professionnel. Mais par contre, parfois, ils papotent, oui. Et donc là, je dis, vous êtes parmi nous, là? Vous restez focus? Enfin, je leur fais une petite réflexion pour montrer que... Mais maintenant, il y a aussi un autre fléau que le papotage. C'est le téléphone. Que je me regarde mes trucs. Non, qui ne sonnent pas, mais ils regardent des trucs. Parce que parfois, il y a des musiciens qui attendent parce qu'ils ne jouent pas tout le temps. Par exemple, les trombones ne jouent pas tout le temps. Oui. Donc pendant le temps-là, ils n'écoutent pas ce que je dis et puis ils ne sont pas prêts quand il faut. Alors, ça va, vous voulez faire vos mails, là? Je leur fais des petites blagues pour qu'ils arrêtent, quoi. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu... Moi, je le prends plutôt sur le ton de l'humour. Parce qu'on s'était questionné pendant les répétitions et pendant les concerts, mais pendant les concerts, on a eu la réponse hier. Bah, la justesse, là, c'est sûr. Jérôme, ta question sur le pianiste. Pourquoi vous avez un pianiste homme pour réaliser de la musique classique femme? Ah, oh bah heureusement qu'on peut faire ce mélange-là, parce que si toutes les femmes devaient faire que les femmes et les hommes que les hommes, ça serait triste. Moi, je suis vraiment très fan de la mixité, donc c'est parfait pour moi. Vous aviez répondu hier. Oui, alors ça, en effet. Mais Jérôme n'était pas au concert et David avait dit « Ah, elle a répondu en partie pourquoi elle avait choisi David Frey pour jouer cette partition, écrite par une femme. » Marie. Est-ce que tu as des amis musiciens? Oh oui, oui, j'en ai beaucoup, quand même. Mais j'en ai beaucoup. Par exemple, avec David, on est amis. J'en ai plusieurs. Après, avec les gens de l'orchestre, comme c'est mon organisation qui les engage, c'est plutôt un rapport professionnel. C'est cordial, c'est camarade. Mais moi, j'évite d'avoir vraiment des amis. J'en ai peut-être 1 ou 2 maximum dans tout l'orchestre. C'est plutôt des camarades. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? David, parce qu'on s'est fait une remarque sur ça hier soir. Ils avaient l'air de bien s'entendre. Oui, oui, oui. Bah, surtout quand on part en tournée, comme ça crée des liens. C'est très important les tournées pour l'orchestre parce que ça crée vraiment des complicités qui dépassent votre simple pupitre. Par exemple, si vous êtes violoniste, vous pouvez aussi vous entendre avec le basson, par exemple. C'est en tournée que ça se passe, ça. Et du coup, David, c'est toi la dernière question. Est-ce que vous connaissez d'autres chefs d'orchestre femmes? Ah oui, j'en connais beaucoup, enfin beaucoup. Il y a beaucoup de femmes chefs qui font des études de direction et après, elles ne sont pas tellement programmées. Il y a les programmateurs qui les engagent pas beaucoup. Donc il y en a beaucoup qui du coup, abandonnent. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de difficultés pour les femmes de monter sur un podium. Et oui, j'en connais, et surtout une qui s'appelle Speranza Scapucci, qui est italienne, qui a beaucoup de talent. Quand elle vient à Paris, on se voit souvent. Parce que c'est vrai qu'on s'était questionné là-dessus, parce qu'au tout début, où on a commencé à travailler sur l'interview, et qu'on a tapé sur Google chef d'orchestre, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que des hommes. Ah, que des hommes. Et c'est vrai que de suite, ils m'ont dit, mais du coup, on ne voit pas de femmes en photo. Notre cher ami Google ne mettait que des hommes. Ben, en fait, ça, c'est vraiment une habitude ancrée. C'est un petit peu comme dans la politique où, si on ne fait pas attention, il n'y a que des hommes qui prennent le pouvoir. Et donc, les femmes ont eu dans la musique aussi beaucoup de mal à s'affirmer dans des postes à responsabilité, des postes un peu dominants. Et donc, il y a eu cette prise de conscience. Il y a pratiquement beaucoup moins de femmes dans la musique que dans l'armée. Donc, c'est quand même un peu choquant. Et ensuite, on va conclure par 2 petites questions un peu différentes. Jérôme, c'est à toi. Quel est l'instrument que vous préférez? Oh, c'est difficile. Moi, j'aime beaucoup le piano parce qu'il y a une harmonie. J'aime beaucoup le violoncelle aussi parce que je trouve que c'est un peu comme la voix humaine, le violoncelle. Enfin, j'adore le son du violoncelle.
Et il y avait la question inverse, quel est l'instrument que vous aimez le moins? Que vous aimez le moins. Aïe. Et là, on s'est dit que ça allait vous embêter parce que vous alliez vous faire des ennemis dans l'orchestre, mais on avait envie de savoir. Ça m'embarrasse. J'ai jamais réfléchi en fait à ça parce qu'on j'aime mais on tous est les là pour instruments. Hein. Mais voilà, c'est dur comme question. Eh oui. Je sais même pas en fait. Je peux même pas vous répondre en fait. Je crois que j'adore tous les instruments. Qu'est-ce qui pourrait être moche? Qu'est-ce que vous aimez pas vous dans les instruments? Est-ce qu'il y a un instrument que vous aimez pas vous? Non. Tu vois, c'est comme moi. Je sais que par exemple, ce que je sais, c'est que le violon, quand vous apprenez le violon, C'est ce là dont on a c'est discuté. sacerdoce. Hein. C'est dur pour l'oreille. Hein. Surtout pour ceux qui écoutent. Et puis pour ceux qui font de la flûte à bec aussi, il y a des gens qui n'aiment pas la flûte à bec. Moi, quand j'ai fait de la flûte à bec au collège, j'en faisais énormément, j'ai adoré, j'ai fait toutes les flûtes, les petites, les grandes, les moyennes. Mais je sais que par exemple, les flûtes à bec à la maison, les parents, ils n'aiment pas trop ça parfois. C'est un peu ingrat, on va dire. Donc on va dire quand même, quand on étudie un instrument, peut-être le violon et la flûte à bec, c'est un peu ingrat. Plus ingrat que si vous étudiez le cello, par exemple. Et Florian, pour la dernière question. Si tu avais une baguette magique, quel serait ton rêve? Oh, oui. Ah bah ça, j'en ai plusieurs d'ailleurs, rêves. Mais moi, j'aimerais beaucoup créer un festival comme David a pu faire, mais plutôt sur l'innovation artistique, pour avancer toujours plus dans l'art, pour que l'art résonne plus avec l'époque, voilà, pour faire avancer les nouvelles écritures artistiques. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Eh bien voilà, on a fait le tour de nos questions. Merci d'avoir répondu. Moi, je vous remercie beaucoup parce que vous avez beaucoup travaillé. Je suis contente qu'il y en ait certains qui soient venus au concert. Et, parce que c'était quand même assez long comme concert. Hein. Et la symphonie de Schubert, elle est longue, hein, vous avez vu, c'est un sacré morceau. Alors, on a eu un long débat à la fin du concert pour essayer de savoir qui avait préféré quoi. Ouais. Moi, je préférais le début. Oui, c'est ce que tu as dit. Eh Alors, oui. il y avait ceux qui avaient préféré Schubert, Ouais. et donc Marie et Florian avaient préféré Schubert, et David et moi, on avait préféré... Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir Amélie Mayer, Ah oui, oui. et David aussi, on trouvait que c'était enlevé, que c'était... Bon, alors nous, on n'est pas musiciens, Non, hein, mais donc de toute c'était de façon, notre point de vue. Les deux sont super. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a confrontés, les deux personnages, les deux compositrices et compositeurs. Enfin, c'est la même époque. Donc on voit bien que il y a un cousinage de style. Bon, ben merci beaucoup. Hein. Merci. Et j'espère qu'on se revoit un autre jour. Merci beaucoup. Bon appétit pour votre déjeuner. Rentrez bien. Merci. Et merci beaucoup vous aussi. Merci. Hein.